Nous allons maintenant voir ensemble comment éviter l'actualisation d'un composant inutilement. On va également voir ensemble l'événement qui nous permet de voir lorsque un composant est modifié. Alors on va déjà commencer par ça. Comment est-ce qu'on fait pour détecter une modification sur notre composant? Et qu'est-ce qu'une modification? Eh bien une modification, c'est par exemple lorsque notre state va être modifié. Dans ce cas-là, nous avons une modification. Pour ça, nous pouvons utiliser component, vous voyez que c'est tout le temps parlant, hein, did update. Et à partir de là, nous pouvons enfin voir si effectivement notre composant est mis à jour ou non. Donc là, on va l'appeler component did update. Et on va voir ce que ça nous donne. Si je réactualise, on voit qu'actuellement, ça n'apparaît pas. On a donc les constructeurs de mes composants, ensuite mes composants sont montés, mais c'est tout. En revanche, si je commence par cliquer sur ce bouton, on voit que component did update a été appelé. Pourquoi? Car mon state a été modifié. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est que component did update va être appelé dès que le state a été modifié, dès qu'une props a été modifiée, dès que le composant finalement doit être mis à jour. Et là où c'est assez problématique, c'est que si regardez, on fait la même chose, mais dans élève.js. D'ailleurs, vous voyez que je respecte tout le temps une certaine structure. Vous n'êtes pas obligé de respecter la même que la mienne. Mais par exemple, ici, j'ai tout le temps mon constructeur au début. Ensuite, j'ai éventuellement mon state, comme on l'a ici dans notre composant app. Et puis seulement ensuite, j'ai est-ce que le composant va être monté, est-ce que le composant va être modifié et est-ce que le composant va être démonté. Puis enfin, j'ai toutes mes méthodes ainsi que ma méthode render à la fin. C'est la meilleure façon de le faire, c'est comme ça que la plupart des développeurs font et c'est vraiment comme ça que vous devez créer vos programmes avec React. Essayez de garder une certaine logique. D'abord, le constructeur, si vous l'utilisez, généralement on l'utilise très rarement. Ensuite le state, ensuite les événements par rapport au cycle de vie de votre application et ensuite vos propres méthodes. Donc je disais ici, il va y avoir un petit souci. C'est que par exemple, si je vais dans élève.js component did update, je sauvegarde, et si je regarde maintenant ici, donc component did mount, tout va bien, mais si je clique sur transformer le premier élève, ou alors même sur Eva ou sur Timothée, regardez ce qui se passe. Mes deux composants élèves sont mis à jour. Et ensuite, app.js est mis à jour. App.js encore, je comprends tout à fait. Effectivement, le state a été mis à jour, c'est tout à fait normal que mon composant soit mis à jour. En revanche, pourquoi mes deux composants élèves sont mis à jour? Ça n'a pas de sens. Quand on y pense, on ne modifie véritablement que le premier composant élève, avec son prénom. Timothée, lui, on ne change jamais son prénom. Alors pourquoi, diable, est-ce que on nous modifie, on nous met à jour notre composant? Eh bien, en vérité, React le fait parce que dans notre second composant élève qu'on utilise ici, nous utilisons le state. Et en utilisant le state ici, nous le recréons à partir de 0. En recréant notre state à partir de 0, on a beau avoir exactement la même valeur pour Timothée, React, lui, ne va pas plus loin que son nombre. C'est-à-dire que il va pas réfléchir à ça. Il va juste dire, bah oui, le composant app a été modifié, le state a été modifié, ce composant-là utilise le state de app.js. Bon, bah allez hop, on le met à jour. Sauf qu'on le met à jour inutilement. Et là, vous vous dites peut-être, oui, bon, on n'a même pas vu la différence sur le site, honnêtement, c'est tellement rapide. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Néanmoins, sur un gros projet, et même par souci d'optimisation, il y a un moment où, mis bout à bout, ça va véritablement faire une différence sur votre projet. C'est pour ça que je vous recommande de tout le temps penser à ça. Pensez-y pas forcément tout le temps dès le début. Pensez-y à la fin, voyez ça comme une toute dernière étape éventuellement. Mais faites attention à ne pas re-rendre, parce qu'on fait que ça, hein, on fait rendre des composants, donc quand on re-rend, c'est qu'on réaffiche un composant. Donc évitez de re-rendre des composants inutilement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Pour ça, nous avons une possibilité, c'est d'utiliser dans élève.js, mais même dans app.js, peu importe où on veut, une méthode qui existe et qui s'appelle should component update. Et ici, nous avons deux possibilités. Nous devons tout le temps retourner quelque chose, soit nous retournons true, donc effectivement, oui, le composant doit être mis à jour, soit nous retournons false. Et dans ce cas, non, le composant ne doit pas être mis à jour. Si je sauvegarde, voyons un petit peu ce qui se passe.
Je réactualise, et donc ici, on voit qu'on revient sur notre configuration de base. Nos constructeurs sont appelés et nos composants sont montés. Mais maintenant, si je clique sur transformer le premier élève, component.did_update a été appelé, car effectivement, le composant a dû être mis à jour, mais, et c'est là la grosse différence, c'est que c'est uniquement app.js qui a été mis à jour. Nos composants élèves n'ont pas été mis à jour. Alors le problème évidemment, c'est que du coup, comme ils n'ont pas été mis à jour, le prénom d'Eva n'a pas été modifié. Ça, c'est le problème. Donc ici, on a une solution pour éviter justement de re-rendre un composant inutilement. Mais il faut essayer de personnaliser cette solution pour qu'on puisse soit retourner true lorsqu'il faut effectivement re-rendre un composant, soit retourner false. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut utiliser des arguments bien spécifiques à shouldComponentUpdate. Nous avons notamment nextProps et nous avons nextState. En gros, c'est-à-dire que lorsque notre composant va être appelé, d'ailleurs on pourrait même mettre un petit console.log, vous savez quoi, pourquoi on ne l'a pas fait? On aurait dû le faire. On va mettre un petit console.log et on va l'appeler shouldComponentUpdate. Et on va voir ce qui se passe. Si je réactualise et que je clique sur transformer le premier élève, on voit que shouldComponentUpdate est appelé sur mes deux composants élèves. Par contre, componentDidUpdate n'est pas appelé. Pourquoi? Parce qu'on renvoie tout le temps false. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un composant, avant qu'il soit mis à jour, eh bien React va tout le temps faire appel à la méthode shouldComponentUpdate pour savoir si oui ou non vous devez le mettre à jour. Si vous n'avez pas précisé shouldComponentUpdate, dans ce cas, il va même pas s'embêter, il va tout le temps le mettre à jour. Et ça, c'est assez embêtant. Et donc ici, si on veut mettre une condition bien spécifique, on peut utiliser, je vous l'ai dit, les arguments nextProps et nextState. nextProps va nous permettre de détecter les prochaines propriétés qui arrivent. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir notre state dans app.js qui va être mis à jour, on va modifier pour notre premier élément le nom. Donc ici dans élève, je vais recevoir le nouveau nom. Et pour notre second composant élève, ici je vais recevoir également le nouveau nom. Sauf que le nouveau nom, il n'existe pas, parce qu'on ne modifie jamais le nom de Timothée. Et donc ce qui se passe, c'est que dans mon deuxième composant, donc dans mon deuxième composant élève, dans shouldUpdateComponent, je vais pouvoir vérifier et voir si la propriété actuelle nom, donc si props.nom est égal au nom que je vais recevoir, dans ce cas, ça ne sert à rien de remettre à jour. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que finalement, tu ne modifies pas ma valeur. Donc pourquoi tu voudrais retourner, pourquoi tu voudrais me re-rendre mon composant élève? Par contre, si le nom a changé par rapport au nom actuel, dans ce cas, je vais retourner true. Alors comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Eh bien, je vais faire une condition. Je vais juste dire si nextProps, point, et là je vais utiliser nom. Donc c'est un petit peu comme si on utilisait props, hein, et différent, totalement différent, ou peu importe, différent, de this.props.nom. Dans ce cas, il faut que je retourne true. Sinon, je retourne false. Et là, évidemment, vous avez le choix, soit vous mettez un else et vous renvoyez false, soit de toute façon, comme on va arriver ici, si la condition n'est pas passée, vous pouvez directement retourner false de cette manière-là. C'est plus condensé, c'est meilleur. Et donc, en faisant ça, ici, on renvoie true uniquement si la prochaine valeur de nom est différente de la valeur actuelle de nom. Sinon, on renvoie false. En faisant ça, si je réactualise et que je clique sur transformer le premier élément, ou plutôt le premier élève, on voit que le premier élève a été modifié. Maintenant ici c'est Elon, c'est plus Eva. Par contre, shouldComponentUpdate a été appelé 2 fois, et finalement il n'y a qu'un seul composant élève.js qui a été mis à jour, avec componentDidUpdate donc. Et grâce à quoi? Grâce à ma condition et grâce à nextProps. Je peux faire exactement la même chose avec nextState éventuellement si j'utilisais des states, mais j'en utilise pas ici, donc j'en ai pas besoin. En tout cas, voici comment optimiser vos applications React. Donc là, pour le coup, dans notre composant élève, on a optimisé notre composant élève grâce à shouldComponentUpdate en faisant une condition. Et donc cette fois-ci, si on veut mettre à jour notre composant, dans ce cas, il va falloir que la valeur de nom change. Il faudra juste faire un petit peu attention si du jour au lendemain, vous voulez également modifier, admettons, la moyenne. Bon, si vous modifiez la moyenne, dans ce cas ici, ça va tout le temps retourner false parce que vous n'autorisez pas
le composant à être re-rendu si la moyenne est modifiée. Ici, il faudrait donc dire ou, donc avec un double pipe, ou alors si next.props.moyenne est différent de this.props.moyenne. Voilà. Et là, à partir de maintenant, vous pourrez modifier soit le nom, soit la moyenne pour que ce soit mis à jour. Mais il faut faire très attention à ça. Voici en tout cas tout ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut comprendre avec le cycle de vie d'une application React. On verra bien sûr tout ça dans la prochaine session avec les composants fonctionnels. En tout cas, voilà pour les classes, les composants basés sur des classes. Vous êtes maintenant armés jusqu'aux dents et on va pouvoir s'entraîner et faire des tonnes de choses avec React. Allez, on se retrouve dans la prochaine session.